ce qu'on va faire, c'est que je te propose simplement pour pouvoir parler de ce module sur ce nouveau regard qu'on porte sur la douleur, eh bien d'avoir un échange avec toi. Mhm. Et euh, moi, ce qui me plaît dans cet échange, c'est que euh, cette année, tu fais partie des académiciens qui ont rejoint donc, notre formation initiale. Et donc, tu as un pied, même un pied bien enfoncé maintenant dans toute cette philosophie, dans toute cette démarche au sein de l'académie. Et donc, tu commences déjà à percevoir la façon dont on appréhende les choses, la façon dont on les décortique et la façon dont on les questionne. Et donc, je trouvais beaucoup plus pertinent euh, de, de te laisser la parole suite à ce qu'on a déjà commencé à travailler pour me questionner sur cette nouvelle formation que tu n'as pas encore faite, parce que tu es encore dans la formation initiale, pour justement permettre à des gens qui seraient intéressés, mais qui ne savent pas encore à quoi s'en tenir ou à quoi vraiment s'attendre, eh bien, de pouvoir être leur représentant, simplement, et de pouvoir retrouver dans tes questionnements et dans tes propos les questions qu'ils pourraient eux-mêmes se poser. Donc, je te laisse prendre déjà la parole et puis on fera un échange à partir de là si ça te convient. Ouais, ça marche. Bah, merci Pierre. Merci Pierre d'aborder cet espace de discussion euh, parce que le sujet de la douleur, je pense que c'est un sujet qui nous concerne tous. On est tous plus ou moins confrontés à ce phénomène. Et c'est vrai que, en fait, moi, je me suis rendu compte que c'est quelque chose sur lequel je gravite, que ce soit moi-même, personnellement, ou même dans une approche plus professionnelle. Et c'est quelque chose sur lequel j'ai pas forcément approfondi les notions et les concepts qui sous-entendent, en fait, la douleur. Et je le vois simplement par notre vocabulaire, parce que quand on ressent cette douleur, on dit on a mal. Et là, en me questionnant, bah, je me suis dit, mais déjà là, on part sur un biais majeur, sur une interprétation de bah, la douleur, c'est mal. Et donc de là, j'imagine que découle toute une approche du soin. Exactement. Parce que si on considère que la douleur, c'est quelque chose de mal, bah, on va pas entrer en relation avec elle. On va tout de suite partir dans euh, quelque chose de mal, donc quelque chose à supprimer, éradiquer. Et peut-être que ça nous indique plutôt un message. Et ça, c'est ce que je retrouvais déjà dans les principes, les premiers principes qu'on a abordés, notamment par l'homéostasie, bah, que le vivant fonctionne en relation. Il fonctionne pas de manière absolue avec des jugements de valeur. Exactement. Et, et donc, à partir de là, ouais, je commence à comprendre que il y a un trou là, il y a un puits à aller creuser et que ça peut nous emmener très loin. Mm. Et ouais, 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 ouais. ouais. Donc là, si tu veux, tu soulèves déjà l'une des raisons qui a fait effectivement que le premier module en dehors de la formation initiale correspond en fait à la douleur. Parce qu'effectivement, déjà, quand tu dis que dans le langage courant, on dit qu'on a mal, il y a déjà une connotation effectivement péjorative qui conditionne inconsciemment par rapport au pouvoir de notre langage qu'on a vu dans le premier module, eh bien, ça conditionne déjà notre rapport à ce phénomène. Mais la deuxième question qu'il faudrait se poser tout de même, et qu'on ne se pose pas, c'est qu'est-ce que ça veut dire réellement d'avoir mal? À quoi ça correspond d'avoir mal? Parce que de la même façon, on pense savoir, on pense comprendre, on pense se comprendre quand on dit qu'on a mal. Mais est-ce que c'est bien vrai? Est-ce qu'on est sûr de tous comprendre ce que cela implique? Et est-ce que moi, quand je te dis que j'ai mal, est-ce que je suis sûr que toi, quand tu l'entends, tu te représentes vraiment ce que je veux dire? Mhm. Et là, on rentre en fait dans un biais très important qu'on a déjà commencé à aborder un petit peu dans les fondamentaux, notamment avec l'homéostasie, c'est que la douleur, c'est un sujet qui est complètement mis
sur le côté qui n'est pas étudié, qui est sous-estimé, alors qu'on va le voir, il est fondamental. Parce que, puisque c'est un phénomène qui est universellement connu des êtres vivants, parce que tous les êtres vivants, en fait, vivent l'expérience de la douleur, eh bien, comme nous le vivons tous, nous pensons tous la connaître. Et donc, comme on le connaît tous, mais en fait, on n'a même pas besoin de s'expliquer. On a déjà ressenti de la douleur, mais est-ce que le fait de ressentir de la douleur, c'est comprendre la douleur? C'est deux choses complètement différentes. Et du coup, comme nous faisons tous cette expérience-là, nous pensons qu'il n'est pas nécessaire de le questionner, ce phénomène. Le phénomène douloureux, il n'y a pas besoin de le questionner parce que comme on le vit tous, ben en fait, quand on parle bel et bien de la même chose. Eh bien, la première chose que l'on constate dans cette formation, et la raison pour laquelle cette formation est aussi fondamentale dans le sens où elle constitue le socle de tous les autres raisonnements qui vont en découler, eh bien, c'est que ce qu'on va constater, ce qu'on va amener comme preuve, c'est que c'est tout l'inverse. C'est que là où la douleur est un phénomène en fait qui est universel, eh bien en fait on va se rendre compte que la douleur il n'existe quasiment pas d'événements ou de phénomènes aussi subjectifs et donc personnels et individuels que la douleur. Donc ça veut dire que il est déjà, quand on met un premier pas dans le questionnement de la douleur, on balaye d'un revers de la main la première fausse évidence, qui est, oui, on connaît tous la douleur. Non, en fait, personne ne la connaît parce que personne ne l'a véritablement questionnée. Et dès qu'on commence à la questionner, mais dès le départ, en fait, elle nous dit l'inverse de ce que nous pensions d'elle intuitivement. Et ça doit faire écho, en tout cas toi qui viens de finir le module sur l'homéostasie, ça doit te faire écho à l'histoire des sciences, notamment par rapport à l'homéostasie, qui était partie justement de cette compréhension que c'était rattaché à la notion d'équilibre, qui ramenait du coup à un état absolu. Et donc là, on ne va pas spoiler pour ceux qui souhaiteraient faire la formation, mais par la suite, tu as découvert que c'était non pas juste faux, mais que c'était l'inverse. Tu vois, c'est pas juste faux en fait. On est carrément à l'autre extrême. Eh bien, la douleur, c'est la même chose. Ce que nous croyons intuitivement de la douleur, et je rappelle que de par la connaissance universelle de cette douleur, nous nous fondons tous sur cette intuition. Et donc, nous transposons cette croyance d'absolu par rapport à la douleur dans tout ce que nous disons et dans tout ce que nous décrivons. Quel est le problème? Le problème, c'est que la douleur est l'un des phénomènes les plus importants parce qu'il nous relie à notre environnement. C'est une interface, la douleur. Et comme c'est une interface, c'est quelque chose dont notre croyance, notre interprétation va déterminer la façon dont nous allons le vivre. C'est une manière de pouvoir communiquer avec le milieu, en fait. Exactement. Et comme Un on ne peu voit pas le à monde, la manière du plaisir et de la douleur. mais c'est exactement ça. Et comme on ne voit pas le monde tel qu'il est, mais tel qu'on le pense, la façon que l'on va avoir de penser la douleur, et l'objectif de ce module, c'est de transformer radicalement votre façon de penser la douleur, eh bien, elle va permettre de changer radicalement votre façon de penser le monde. Et la douleur est c'est une clé de voûte dans l'arsenal de la symptomatologie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toute la médecine, ce qu'il faut savoir, c'est que la douleur est la mère de la médecine. La douleur est le symptôme par lequel nous sommes reliés à notre environnement qui a amené l'humanité à créer la médecine. D'accord ? Et tous les autres symptômes qui se sont développés par la suite et que nous avons identifiés
ne sont que les conséquences de ce que, initialement, la douleur nous a permis de comprendre et de générer tout un arsenal d'analyse médicale pour interpréter et analyser tout le domaine de la symptomatologie. Donc, ça veut dire que la douleur, ce travail sur la douleur, dans cette formation, ne permet pas simplement, et déjà on pourrait s'arrêter là, mais ça va déjà transformer notre façon de penser le monde, parce que notre interface avec notre environnement va changer, mais en plus, elle va transformer notre rapport et notre grille de lecture par rapport à toute la symptomatologie. Et la symptomatologie, je vous le rappelle, mais c'est ce qui fait que vous faites. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la posture interventionniste de tous les acteurs de la santé, que ce soit les naturopathes, que ce soit les médecins, qui vous voulez, s'appuie sur ce qu'ils croient savoir et sur ce qu'ils croient comprendre de la symptomatologie pour intervenir et pour donner des programmes, pour donner des plans d'action. Donc, tu vois comment, là, on est en fait au cœur et à la source de ce qui va par la suite permettre de déterminer toute forme d'action et toute forme de posture. Parce que c'est notre compréhension de la symptomatologie qui va donner notre assise, d'accord, qui va donner notre assurance dans les conseils que nous allons pouvoir prodiguer à nos patients ou à nos clients. C'est ce qui va donner de la précision et de la rigueur dans la compréhension que nous avons des symptômes. Et c'est cette rigueur et cette discipline qui va donner au thérapeute non seulement cette assise, mais surtout la légitimité. C'est-à-dire que là, on comprend pourquoi cette personne-là est légitime plus qu'une autre à pouvoir prodiguer des soins ou à donner des conseils, parce que contrairement à d'autres, il a compris la véritable raison et le statut des symptômes, et surtout le lien que cela entretient avec la source mère qu'est la douleur. Mais oui, en fait, on se rend pas compte à quel point la douleur, c'est une fondation qui va déterminer en fait notre posture par rapport au vivant. Exactement. Exactement. C'est, Exactement. il y a une singularité en fait qui ressort de cette réflexion, qui me refait écho aussi à un lien que j'avais fait avec l'homéostasie. C'est cette singularité que, qu'est en fait chaque être vivant, une Mhm. trajectoire profondément unique dans Exactement. ses adaptations et dans son histoire. Et finalement, la douleur, c'est ce qu'elle nous révèle, c'est cette unicité de chaque organisme. Et c'est vrai que quand on voit l'histoire de notre médecine actuelle, il y a une espèce d'universalisation du rapport aux soins et aux traitements. C'est ça. Il On y a une perd vraiment cette uniformisation. singularité. Mm. Exactement. Et ça, ce n'est que la conséquence, et c'est pour ça que j'ai autant à cœur au sein de l'académie de absolument tout vous recontextualiser d'un point de vue de l'histoire des sciences, c'est pour que vous compreniez comment on en est arrivé là, parce que ce n'est qu'en comprenant comment on en est arrivé là qu'on peut en extraire des solutions. D'accord? Mais là, cette notion de douleur et la façon dont aujourd'hui on l'appréhende et on cherche, comme tu dis, à l'uniformiser, c'est-à-dire à parler de la douleur et non pas des douleurs, eh bien, c'est la conséquence de cette ignorance et de ce manque de questionnement sur la douleur que l'on propose dans cette formation. Parce que sans ce questionnement, en fait, on repose sur l'interprétation originelle qui n'est Mhm, pas neutre exactement. dans le cheminement de ce qu'on considère être la douleur. Mhm, Et on se retrouve aujourd'hui avec par exemple, des patients qui vont avoir
qui n'ont pas questionné ce rapport à la douleur et qui vont avoir ce rapport comme je disais au départ, de mal, une vision du mal par rapport à cette douleur et qui vont chercher du coup un thérapeute pour pouvoir se départir de leur douleur. C'est ça. Et ça devient difficile, je trouve. J'ai été confronté à ça, euh, de se retrouver face à quelqu'un qui vient te voir parce qu'en fait, il veut que sa douleur parte. Ouais. Et du coup, tu te retrouves, mais en fait, moi, j'ai pas de solution à t'apporter dans ce sens-là. Je n'ai que l'occasion de relationner avec cette douleur. Mais c'est Ouais. pas facile Non, mais d'apporter cette réflexion. ça va encore plus loin que ça. Et tu vois bien la structure telle que je te l'ai expliqué, c'est que la douleur est la mère en fait des symptômes. Aujourd'hui, la raison principale pour les personnes qui ne se questionnent pas, malheureusement, c'est que aujourd'hui, si on a une approche aussi agressive, aussi interventionniste face à la symptomatologie, c'est par rapport justement à la perception que nous avons de la douleur, mais sans le savoir. Puisque la douleur, comme tu viens de le dire, est quelque chose, est mal, parce qu'on a mal, donc c'est quelque chose de négatif, donc c'est quelque chose qu'il faut fuir ou qu'il faut évacuer le plus rapidement possible, puisque la symptomatologie, comme je viens de te l'expliquer, est issue, et ce sont les enfants en fait de la douleur, la symptomatologie porte en elle en fait, les mêmes stigmates que les projections que nous avons erronées de la douleur. Donc, de la même façon, tous les symptômes doivent disparaître. Et donc, nous sommes aujourd'hui dans un surinterventionnisme médical qui fait qu'à chaque fois que nous avons un symptôme, le premier réflexe, c'est de devoir le faire disparaître. Et ça, on le fait dans un conditionnement, c'est-à-dire que nous ne questionnons pas, mais pourquoi on ne questionne pas cette façon de faire? Parce que nous ne savons pas d'où ça vient. Nous ne savons pas d'où vient ce conditionnement à chercher à intervenir systématiquement sur chaque symptôme, au lieu peut-être d'essayer de simplement le soutenir. Et l'une des grandes forces justement de cette formation, c'est de faire la distinction entre les deux. En comprenant cette histoire, ça va permettre, dans le cadre de la posture du thérapeute, de proposer une alternative à l'interventionnisme qui est, au lieu de traiter, de soutenir. Et là, on rentre dans une démarche qui est totalement différente parce que dans le premier cas, en fait, on intervient parce que nous sommes finalement des sauveurs. D'accord? Et nous allons sauver quelqu'un qui est en difficulté. Alors que dans le deuxième cas, quand on le replace dans le contexte historique et que l'on comprend quel est le véritable statut de la douleur et donc des symptômes, nous soutenons. Mais quand on soutient, nous n'avons pas la solution. Nous ne sommes pas un sauveur. Nous venons faire une interface, nous venons donner un point d'appui à l'organisme. Et c'est lui qui, là-dedans, en lui donnant cet écho, en lui donnant ce point d'appui, va permettre de retrouver une nouvelle dynamique de régulation. Donc, je ne sais pas si tu te rends compte du changement de paradigme, du changement de posture qu'il y a à proposer un tel travail sur la douleur. C'est fondamental. À une époque aujourd'hui où nous cherchons à nous former toujours plus, mais nous ne nous formons pas à comprendre, nous nous formons à essayer à traiter toujours plus. Qu'est-ce qu'il faut donner comme vitamine? Qu'est-ce qu'il faut donner comme complément? Qu'est-ce qu'il faut faire comme activité? Qu'est-ce qu'il faut faire comme ci, comme ça? Mais on ne pose jamais la question de pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nous avons besoin d'intervenir autant? Est-ce qu'à un certain moment de notre rapport à la santé, à la médecine, à l'humain, nous ne nous sommes pas perdus? Et pour ça, moi, je n'ai pas la science infuse. Je questionne l'histoire. Et donc, de la même façon que la formation initiale que tu es en train de faire actuellement au sein de l'académie, ce module sur la douleur reprend toute l'histoire de la douleur. Parce que oui, la douleur a une histoire. Et cette histoire, c'est l'humain qui l'a construite.
Et il faut absolument comprendre comment nous avons questionné, perçu, interprété la douleur dans l'histoire pour comprendre ce qu'elle représente aujourd'hui pour nous, pour comprendre ce que nous en faisons aujourd'hui, pour comprendre les résultats que nous obtenons aujourd'hui. C'est vrai qu'on se retrouve aujourd'hui dans une espèce d'interventionnisme à outrance et on interagit sur toutes les douleurs et finalement on a l'impression qu'on est dans un monde où on est de plus en plus douloureux. On dirait qu'il n'y a jamais eu autant de douleurs, de symptômes et de difficultés de manière collective à trouver un certain épanouissement. Donc, plus on intervient finalement et paradoxalement, plus il y a de douleur. Oui, et puis là, il faut avoir une approche réflexive. C'est-à-dire que tu vois, par exemple, aujourd'hui, effectivement, on fait la guerre aux symptômes. D'accord? Il faut absolument chasser, corriger, soigner les symptômes. Mais, comme tu l'as dit, le fait qu'il y ait de plus en plus de symptômes, ça, c'est un symptôme. Tu comprends la nuance? Et donc, ce symptôme-là, il n'est jamais pris en considération. C'est les poupées russes. Tu vois? Et donc, on ne fait que, on focalise notre attention sur l'arbre qui cache la forêt. Donc, il y a plein de petits arbres devant nous, mais il y a une forêt derrière, en fait, qui est en train d'expliquer que non, c'est pas de ça dont on a besoin. Et donc, il y a un quiproquo terrible parce que les symptômes sont là, finalement, pour nous guider. Ça, c'est ce qu'on voit, en fait, de quelle façon on le voit dans la formation. Et nous, comme nous l'interprétons mal, nous intervenons, mais comme on ne donne pas la bonne réponse, le système, lui, crée d'autres symptômes pour qu'on essaye de comprendre cette fois-ci. Mais comme nous, on ne réfléchit pas, c'est-à-dire qu'on ne remet pas en question notre système de réflexion et notre système d'action, parce que nous avons une confiance aveugle dans notre interventionnisme, d'accord? Eh bien, en fait, aujourd'hui, c'est une espèce de lutte, une espèce de confrontation entre la capacité que va avoir le système, l'environnement, le corps à produire de plus en plus de symptômes pour s'adapter à notre incapacité à l'entendre, et nous, notre capacité à inventer toujours plus de méthodologies, de protocoles, de techniques pour traiter les symptômes de façon totalement réductionniste et rester sur cette position que le symptôme doit être éliminé. Et encore une fois, sans jamais comprendre pourquoi. Parce que ça aussi, c'est une fausse évidence. Aujourd'hui, quelqu'un a un symptôme, c'est évident qu'il faut le soigner, mais personne ne se dit, mais pourquoi? Mais comment ça, pourquoi? Mais j'ai un symptôme, donc il faut que je le traite. Mais oui, mais pourquoi? Mais c'est comme ça, on a toujours fait comme ça. Oui, mais pourquoi? Tu vois? Et là, il y a un truc, il y a un bug en fait. C'est-à-dire que le fait de se poser la question, déjà, il y a le cerveau, il ne comprend pas. Ça, c'est ce qu'on appelle une fausse évidence. Et au sein de l'académie, on fait vraiment la chasse aux fausses évidences parce que ce sont ces fausses évidences qui nous font tourner en rond et qui nous empêchent de sortir et d'évoluer dans notre compréhension et dans notre quête d'apprentissage. Parce que la vie, en fait, ce n'est qu'une quête d'apprentissage et de compréhension. Une fois qu'on est arrêté et qu'on a l'impression d'avoir compris, ben en fait, c'est là où on commence à faire des erreurs. C'est qu'il y a quelque part quelque chose qu'on a figé, qu'on a mal interprété, qu'on a mal interrogé. Et c'est là où il faut être le plus vigilant possible. Et c'est pour ça que l'approche épistémologique de l'académie est aussi fondamentale, parce qu'elle agit comme un garde-fou qui va en permanence, lorsqu'on va questionner des savoirs, des nouvelles choses qu'on apprend, elle va en permanence nous obliger à ne pas nous asseoir sur nos acquis et à rester vigilants. C'est-à-dire à rester dans un esprit critique permanent pour ne pas tomber dans la facilité des biais cognitifs. On le voit dans l'histoire des sciences, on le voit en fait, on peut apprendre de nos ancêtres les erreurs qu'ils ont commises et ce qui leur a empêché de passer des caps
Exactement. Et aujourd'hui, on peut se retrouver par rapport à cette douleur à vraiment tourner en rond, passer de méthode en méthode, de protocole en protocole, toujours chercher un nouveau thérapeute pour trouver une nouvelle solution miracle. Et tu évoquais un changement de posture, elle m'apparaît comme un changement à 360 degrés, où on passe de je vais chercher en tant que thérapeute à appliquer mes recettes, mes protocoles, mes méthodes, à passer dans une posture où on va écouter. Tu parlais de soutenir. Eh oui. Moi, j'ai l'impression qu'il y aurait beaucoup moins de prétendants au métier de thérapeute Bien sûr. si on considérait le fait de d'être à l'écoute, d'être en relation avec le patient. Ça demande une attention, un soin. Je pense qu'il y aurait beaucoup moins de prétendants à ce métier par rapport à une vision où on va donner des méthodes, des conseils. Moi, après le module sur l'homéostasie, mon premier réflexe, c'est bon, ok, je donne plus de conseils. C'est impossible en fait. Ouais, Même si je pouvais le comprendre intuitivement, le fait que bon, chacun est unique et chacun sait pour soi, mais là, de le comprendre intellectuellement, de pouvoir le penser, mais en fait, c'est impossible. Si je me surprends à donner un conseil, c'est ça. je ne peux pas justifier ce comportement. Et c'est pour Il ça faut un garde-fou. et c'est exactement. C'est pour ça que ces modules, pour moi, sont aussi importants. C'est pour ça que j'avais autant à cœur de les produire, de les présenter au sein de l'académie, d'en faire profiter les gens. Parce que ils nous protègent dans une époque où notre société, justement, est véritablement en danger face à sa posture et par rapport à l'arrogance que peut amener la façon dont nous appréhendons le savoir. Et donc, effectivement, ce que tu as dit là, pour moi, c'est une belle reconnaissance, si tu veux, par rapport à mon retour sur le travail, parce que quand tu dis effectivement qu'après ce module, tu ne donnes plus de conseils, eh bien, en fait, ça veut dire que la réflexion qu'on a posée dans ce travail-là t'a permis de retrouver une forme d'humilité qui pour moi est essentielle quand pour le coup on veut accompagner. Tu vois, le paradoxe, il est là, de cette sagesse pour moi, dans l'accompagnement, dans le soin. C'est exactement pour moi comme la politique. Je peux te faire ce parallèle. Tu vois, par exemple, il est complètement hallucinant et aberrant, à mon sens, de voter pour quelqu'un qui souhaite qu'on vote pour lui. C'est-à-dire que de voter aujourd'hui pour la présidence, par exemple, pour des gens qui postulent à la présidence, c'est complètement insensé. Ça veut dire que déjà, ces gens-là sont pervertis parce qu'ils veulent déjà du pouvoir. Et donc, moi, si j'ai envie de voter pour quelqu'un, mais c'est pour quelqu'un qui ne veut pas le pouvoir. C'est quelqu'un qui veut se battre pour le peuple, pour son pays. Tu vois? Et donc, Mhm. je serais beaucoup plus porté comme à l'époque d'Athènes, si tu veux, où justement on tirait au sort et que c'était des gens qui ne voulaient pas forcément, eh bien, c'est pour toi que je vote. Tu veux pas aller au pouvoir, mais je vote pour toi, mon gars. Parce qu'au moins, je sais que toi, si tu n'as pas envie d'être là, tu n'as aucun intérêt personnel et donc Mhm. que tu vas bosser pour nous. Eh bien là, c'est exactement pareil pour le monde du soin. Quelqu'un, je ne vais pas faire de psychologie, mais il y a des choses très intéressantes à aborder et on les abordera plus tard. Mais quelqu'un qui veut absolument se former, qui veut absolument soigner des gens, qui veut absolument les accompagner, il faudrait d'abord se questionner sur la réelle motivation et sur qu'est-ce qui les pousse à faire cela. Et Mhm. souvent, lorsqu'on souhaite autant aider les autres, c'est parce que c'est soi-même que nous voulons aider. Et Mhm. donc, il y a tout un tas de phénomènes de transfert, du syndrome, tu vois, du sauveur, le triangle de Cartman. Enfin, il y a beaucoup d'éléments comme ça qui se mélangent, mais qui sont très importants. Pour moi, c'est fondamental pour quiconque aura la responsabilité, parce que oui, c'est une responsabilité d'accompagner quelqu'un, de lui donner des conseils qui va peut-être appliquer, qui va donc changer radicalement sa vie. Enfin, je ne sais pas si tu te rends compte.
Tu vois? Donc, c'est énorme, c'est énorme, c'est une grosse responsabilité. Eh bien, c'est important que tous ces gens soient au fait de tous ces mécanismes. Tout comme les biais cognitifs, tout comme les phénomènes de transfert, c'est très important de les connaître si on veut pouvoir être véritablement à la mesure de la responsabilité qui nous est accordée quand on accompagne quelqu'un. D'accord ? Et là, c'est pareil. Donc, ce parallèle, pour moi, il est assez parlant parce que on fait tout le contraire. Tu vois, en politique, c'est celui qui montre le plus de volonté d'être élu, mais qui va obtenir le plus de voix. Ouais, lui, il est déterminé, on y va. Mais on marche sur la tête, en fait. On marche sur la tête. Et c'est exactement la même chose actuellement dans le cadre de la santé. C'est-à-dire les gens qui, par une approche relativement réductionniste, vont proposer des solutions toutes faites, c'est-à-dire en se focalisant sur des symptômes très précis et en te promettant qu'ils ont la solution par rapport à ce symptôme, en palliant donc avec de l'interventionnisme, que ce soit en complémentant, que ce soit ce que tu veux. Mais ce sont ces gens-là qui, aujourd'hui, ont le plus de succès. Ce sont eux les personnes qui ont le plus de succès, qui ont le plus de vues et le plus, tu vois, qui sont les plus écoutés, qui ont même, je dirais, au regard de la population, qui ont le plus de légitimité. Tu vois ? Donc, ce parallèle entre la médecine et la politique, pour moi, elle est très forte, elle est très importante parce qu'on répète exactement les mêmes schémas et ce sont, à mon sens, des schémas d'inversion. Véritablement. Et On ça, parle souvent de diversion, et là, c'est carrément une inversion. là, On c'est une inverse inversion des valeurs. C'est une inversion des valeurs. Mais la diversion est un outil qui est utilisé pour permettre à l'inversion de régner. Et donc, c'est pour ça que notre approche au sein de l'académie, elle est aussi atypique. Parce que justement, elle a pour prétention de permettre de décortiquer tous ces mécanismes, en fait, qui sont en toile de fond, mais que personne ne perçoit parce que nous sommes tous omnibulés, justement, par les petites lumières qui brillent et qui sont juste devant. Parce qu'on nous fait diversion en permanence. En permanence. Et on ne voit pas, du coup, dans les coulisses, quels sont les véritables enjeux, quels sont les mécanismes qui sont en route et qui font que nous en arrivons là. Et comme nous n'avons pas ces mécanismes-là en tête, nous ne l'avons pas décortiqué, eh bien, nous prenons la situation comme une forme de fatalité. Et oui, ça arrive ipso facto, comme ça arrive de nulle part, c'est comme ça. Et donc, je reprends l'exemple de la politique, mais ça fait des décennies et des décennies qu'on répète les mêmes schémas et tout le monde se plaint à chaque fois de la même façon. Et c'est pareil pour la santé. On donne de l'espoir, on pense qu'on a trouvé une solution et on retourne à la case départ. On promet des choses, on a une solution miracle, on revient à la case départ. C'est toujours pareil. Et tant qu'on n'aura pas décidé de changer notre regard sur le monde, ben en fait, nous ne pourrons jamais changer notre façon d'agir sur le monde. Ouais, il y a comme une inertie qui se met en place. On se laisse porter par les politiques. On va de scandale en scandale, toujours plus de scandales, et puis rien ne change en fait, rien ne bouge. On passe d'une actualité à une autre. Et de la même manière, on se laisse porter par tout un système médical qui nous prend en charge, Oui, qui ne nous éduque en rien, qui ne nous dit, en fait, nous dit rien, nous dit c'est ça. simplement venez, on vous prend en charge et vous ressortirez de là comme neuf. Mais en Oui. fait, Mais il est indispensable que les choses continuent comme ça, c'est-à-dire que tout est fait, que ce soit en politique ou en médecine, tout est fait pour que les choses perdurent comme ça, parce que ça sert, ça nourrit le système. Il faut bien comprendre que la façon dont fonctionnent les choses actuellement, que ce soit en politique ou dans le cadre de la médecine, et je parle de toutes les médecines, hein, c'est utile, c'est vraiment utile à certaines personnes qui profitent de cela. Mais par contre, ça profite à une minorité de gens, au détriment quasiment de l'entièreté de la population qui fait confiance. Donc,
ce qu'on propose comme alternative avec cette démarche au sein de l'académie, c'est pour le coup de reprendre le pouvoir individuellement, en se donnant les moyens, en étudiant l'histoire et en étudiant tous ces concepts fondamentaux qui ne sont pas étudiés, mais qui sont utilisés. Là aussi, c'est complètement fou. C'est-à-dire que tous les concepts dont je te parle, la douleur par exemple, mais tout le monde en parle, mais Mhm. personne ne l'étudie. Mhm. L'homéostasie, tout le monde en parle. Les gens, que ce soit en naturopathie, en médecine, tout le monde, même en physiologie, tout le monde développe des théories et s'appuie sur l'évidence de l'homéostasie. Et oui, c'est l'homéostasie, on connaît, mais sans l'avoir étudié. C'est du délire, en fait. C'est vraiment du délire. Donc, l'idée aujourd'hui, pour arrêter de tourner en rond et de recréer ces mêmes schémas, si tu veux, qui profitent à une minorité et qui dévalorisent la majorité, eh bien, il est vraiment très, très important de travailler ces éléments fondamentaux. Mhm. Et comment tu la décrirais, du coup, cette douleur? Qu'est-ce que tu peux en dire là sur une interprétation qui serait plus juste sur la notion de douleur? Euh, je t'ai déjà entendu parler de faire une distinction entre douleur et souffrance, Ouais. comme si la souffrance était quelque chose de psychologique et la Mhm. douleur, un phénomène plutôt neutre, physique. Alors, c'est beaucoup plus subtil que ça. Beaucoup plus Mhm. subtil que ça. Et comme toi, tu as déjà fait mes formations, tu vois comment est-ce que les choses sont construites. Et donc, il y a vraiment une construction, déconstruction, construction, déconstruction. Et pour pouvoir appréhender la finesse de cette distinction et de cette compréhension, il faut pouvoir aborder des concepts en amont. Mais avant ça, déjà, effectivement, on peut euh, aborder, si tu veux, de façon, je dirais, générique, où se situe la différence entre la douleur et la souffrance. Alors, je vais juste faire une... Let's go. Ouais, Pierre, alors euh, ça m'a interrogé sur le fait que tu t'es déjà entendu parler de cette notion de douleur et de faire le distinguo avec la notion de souffrance. Mhm. Est-ce que tu pourrais approfondir un peu ce qui différencie ces deux notions? Moi, j'aurais dit comme ça intuitivement que la souffrance est psychologique, une Mhm. construction psychologique, et que la douleur était quelque chose de plus neutre, une expérience physique. Ok. Alors, je me fais l'avocat du diable. Est-ce que tu pourrais définir psychologique, s'il te plaît? Euh, Psychologique comme une construction de l'esprit. Mhm. Alors, j'ai vraiment pas approfondi Ouais, cette ouais. notion, hein, mais Mhm. je le vois comme une construction mentale, consciente ou inconsciente, Mhm. mais quelque chose en lien avec nos croyances, des structures psychologiques qui se mettent en place et Ok. ce sur quoi on s'appuie pour prendre nos décisions. Mhm. Donc ça, ce serait la douleur pour toi, ou la Euh, souffrance. la psychologie, pardon. Ah oui, oui, Ah, c'est psychologique. Du coup, par pour rapport à la définir du coup la souffrance, douleur. Ouais, par rapport à la par douleur et la rapport à souffrance. par rapport à la souffrance, ça serait une interprétation, en fait, de la douleur. La souffrance serait une interprétation psychologique Mhm. de la douleur. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais te dire ce qui est, on va dire, convenu d'un point de vue académique, d'accord? Et c'est ça d'ailleurs que tu m'as entendu déjà dire. Mais l'objectif et l'intérêt de cette formation, c'est de la dépasser et de voir que c'est ce que je vais te dire là est erroné. Hmm. D'accord? Hmm. Donc, non, mais qu'on soit bien clair, c'est-à-dire que l'intérêt de cette formation, c'est pas de répéter des choses qu'on a déjà dites, c'est Bien de sûr. redistribuer les cartes, en fait. Vraiment. Toi qui as fait l'homéostasie, de la même façon. Tu De vois? redonner les moyens de Voilà. réfléchir, C'est-à-dire en fait. de redistribuer les cartes, mais de donner les moyens aux gens qui font la formation de comprendre pourquoi. Et non Hmm. pas juste dire c'est comme ça parce que c'est comme ça. C'est de leur Hmm. permettre de s'approprier le raisonnement, de s'approprier les arguments historiques et scientifiques qui permettent de justifier ce raisonnement-là. D'accord? Donc, la douleur, c'est quelque chose qui va être décrit comme un processus neurophysiologique, Hmm. d'accord? Donc, qui s'appuie sur une base physiologique
et qui, pour le coup, va être décrite de la même façon chez tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a une façon de construire la douleur. Et donc, ce mécanisme-là, on pense qu'il est universel. D'accord? Nous produisons la douleur tous de la même façon. D'accord? Avec des récepteurs, avec voilà, tout ça. Ça, c'est la douleur. La souffrance, c'est une fois que la douleur est là, la façon dont nous la faisons nôtre. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que une même douleur, spoiler alerte, même si dans la formation nous verrons que ça n'existe pas, une même douleur ne produira jamais la même souffrance. Parce que la souffrance va dépendre du référentiel, du paradigme dans lequel nous interprétons la douleur. Un exemple, une personne, je ne sais pas moi, une esthéticienne, tu vois, celles qui font des manucures et tout ça, là, tu vois, qui va se couper le doigt, d'accord, va souffrir bien autrement qu'un menuisier qui se coupe au même endroit. Parce que le rapport et ce que ça représente pour un menuisier se couper, moi, je connais que des menuisiers qui ont des doigts en moins. Je veux dire, ça fait partie entre les échardes, les coups de marteau, ça fait partie de leur réalité. Donc, quand ils se coupent, il est même probable qu'ils ne s'en aperçoivent pas tout de suite. Tu vois? Par contre, la personne dont le métier est justement d'avoir une approche délicate du doigt, de la main, une approche esthétique, il va y avoir, au-delà de la douleur, la représentation que peut générer une écorchure. C'est-à-dire, ça peut être disgracieux par rapport à l'objectif initial, et donc, ça nous éloigne de ce que l'on associe au quotidien à une forme de normalité. La normalité, c'est d'avoir de beaux ongles, d'avoir de beaux doigts, d'avoir de belles mains. Donc, on s'éloigne de notre normalité, de notre réalité, et donc ça peut nous faire souffrir plus. Et cette souffrance pourrait exacerber la douleur? Mais complètement. Mais qui n'aurait rien à voir avec le mécanisme physiologique. Donc, si tu veux, déjà là, avec cet élément que je te donne, tu comprends bien la nécessité, pas l'envie ou la possibilité, la nécessité d'aller questionner la douleur et de comprendre quels sont ces mécanismes. Parce que tu te rends bien compte que nous avons, parce que nous ne voyons pas le monde tel qu'il est, mais tel qu'on le pense, nous avons une responsabilité et un rôle, non pas un rôle, le rôle déterminant dans la façon dont la douleur va s'exprimer. Je te donne un exemple classique, c'est le sadomasochisme. Classique. Un même processus physiologique créé chez quelqu'un qui n'est pas sadomaso va créer de la douleur parce que ça va stimuler tous les mécanismes qui sont liés à la douleur. Par contre, chez une personne sadomasochiste, ça va réveiller les voies du plaisir. Une même expérience et deux interprétations différentes. Exactement. Mais rien que ça, déjà, les gens devraient se dire, mais attendez, mais il y a un truc là. Il y a un truc. Il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. On est complètement passé à côté. Et non. On se promène tranquille tous les jours sans questionner ce truc fondamental qui finalement, sans le savoir, détermine notre rapport au monde. Et comme ça détermine notre rapport au monde, ça détermine nos actes. Parce que je le rappelle encore une fois, nos actes n'ont absolument rien d'évident. Ils sont la conséquence de ce que nous croyons. Lorsque nous croyons quelque chose, c'est ce qui va déterminer et piloter nos actions, nos agissements. D'accord ?
Et c'est ça que l'on décortique dans cette formation. C'est ça que l'on comprend. Ce qui fait que cette formation, elle va permettre de se réapproprier individuellement, pas pour le médecin, pas pour le naturopathe, pas pour le kiné, pas pour l'ostéopathe, pour soi, de se réconcilier avec non seulement la douleur, mais avec la symptomatologie. Comme je te l'ai expliqué au départ, la douleur est la mère des symptômes. Ce qui fait que, une fois que, avec ce travail-là, notre vision, notre compréhension de la douleur change, notre vision, notre compréhension des symptômes change, et donc, nos actes changent. C'est-à-dire que nous décidons, parce que nous comprenons, et donc nous arrêtons de subir, nous comprenons pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Et donc, le fait de comprendre le véritable statut de la douleur et le véritable statut des symptômes, nous enterrons dans cette frénésie interventionniste dans laquelle nous sommes en train de devenir fous. Parce que l'interventionnisme, c'est le masque du consumérisme. Je ne rentrerai pas là-dedans, ça fera office d'une autre discussion, mais c'est dans ce sens-là que je disais que cette situation dans laquelle nous baignons et que nous critiquons, mais elle est voulue par certains, elle est entretenue, elle est financée par quelques-uns parce qu'elle bénéficie financièrement à certains groupes. Donc, il y a certains groupes qui ont intérêt à ce que nous ne sortions pas de cette situation et que nous continuions à ignorer l'essence et le statut réel de notre rapport à l'environnement, qu'est la douleur. Ignorer notre histoire. Ignorer notre histoire. Et finalement, on se rend compte à quel point la douleur, on n'aurait pas dit comme ça, je ne l'aurais pas dit comme ça, de prime abord, que la douleur était liée en fait à un phénomène si incontournable qu'est la conscience. Mais totalement. Totalement. Peut-être que ça me fait penser au bouddhisme. Une citation qu'on attribue au Bouddha, la vie est, alors je ne sais pas quelle serait la bonne traduction du coup, la vie est souffrance ou la vie est douleur, mais il y a déjà là un lien entre la douleur et la conscience qui a déjà été fait, et on se rend compte à quel point en fait c'est incontournable. Et c'est pour cette raison que dans cette formation, qui s'appelle donc un nouveau regard sur la douleur, on y intègre, mais parce que comme on va comprendre le statut situé de la douleur, qui va du coup, au lieu de se fermer, ouvre des portes, elle fait le lien et elle permet une relecture contemporaine des notions que nous utilisons tous les jours, mais sans encore pouvoir les comprendre parce que nous n'avons pas fait le travail initial. Et ces notions-là, ce sont la conscience, ce sont le stress, et un autre phénomène fondamental, c'est l'effet placebo. L'effet placebo, c'est quelque chose de complètement fou, mais qui n'est jamais étudié. On n'explique pas aux gens, parce que ce qu'on dit aux gens, c'est que c'est quelque chose de magique, presque ésotérique et qu'on ne comprend pas, alors qu'il y a une revue de littérature conséquente et qu'aujourd'hui, nous savons quels sont les piliers du placebo et du nocebo. Nous le savons. Alors que si tu poses la question à la majorité des gens, ils vont te dire non, on ne sait pas, c'est quelque chose de mystérieux, c'est quelque chose, on ne sait pas. Mais pas du tout. Ou on va croire savoir, un peu comme l'homéostasie. On maintient cette ignorance. On va croire qu'on sait ce que c'est. On maintient cette ignorance parce qu'effectivement, le fait de prendre conscience de ce que nous savons aujourd'hui réellement, par exemple des processus du placebo et du nocebo, mais ça donne trop de pouvoir aux gens. Et non seulement ça leur donne du pouvoir pour reconscientiser et réapproprier tous leurs mécanismes d'action et de prise de décision, mais surtout, ça leur fait prendre conscience des manipulations. C'est-à-dire que ça leur fait prendre conscience de comment le système aujourd'hui et comment des gens prennent le pouvoir pour leur faire faire des choses qu'ils ne feraient jamais s'ils savaient vraiment quels sont les mécanismes qui sont derrière. Donc là, il y a une véritable boîte de Pandore
pour se défaire de nos chaînes et comprendre enfin les règles du jeu avec lesquelles nous jouons, et que certains comptent sur l'ignorance de la majorité des gens sur ces choses-là pour continuer à les manipuler, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Mais en tout cas, il y a un bras de levier énorme pour manipuler et pour prendre le pouvoir sur les gens. Et d'autant plus dans le domaine de la santé. Et on appuie souvent sur l'émotion de la peur pour faire prendre des décisions dans ces contextes-là. La peur, elle est omniprésente dans la politique, tout comme dans la santé. Le médecin et le politique sont des individus qui font peur et qui, de ce fait, donnent un espèce de biais d'autorité. C'est ça. Eh bien, tu vois, tu as cité le 4e socle sur lequel repose la formation. La formation, elle a 5 pôles. 5 pôles. Le premier, c'est l'histoire de la douleur. On retrace, au travers de la revue de littérature, ce que scientifiquement, nous avons pu comprendre de la douleur. C'est-à-dire qu'on va voir tous les différents modèles. Il y a eu différents modèles pour expliquer la douleur. Qui sait ça, par exemple? Qui a eu différentes façons d'interpréter et de comprendre la douleur. Et nous allons voir comment chacun a répondu à des besoins d'une certaine époque, de répondre à certaines limites des concepts précédents. Ça, c'est la première chose. Et ça, c'est contextualisé par rapport à la vision que l'on a eue dans l'histoire, mais depuis l'Antiquité. C'est-à-dire, quel est notre rapport à la douleur, notre compréhension à la douleur depuis l'Antiquité, jusqu'à aujourd'hui en 2026. Et quelle est en 2026 notre vision la plus avancée de la douleur? Et vous allez être sacrément surpris. Sacrément surpris. Ça, c'est le premier gros pôle. Une fois qu'on a fait ça, il y a 4 grands piliers que l'on va du coup retravailler de la même façon, avec rigueur et de façon scientifique, étudier donc ce qu'on a dit, c'est-à-dire travailler la notion de stress, la notion de placebo, nocebo, la notion de conscience et enfin les émotions. C'est pareil, les émotions, ça a été étudié. On a découvert beaucoup de choses. Ce qu'on apprend est important. Ça ne concerne pas que les scientifiques. Tu vois? Et je te donne un exemple flagrant par rapport, par exemple, aux conséquences que cela a de ne pas s'intéresser à la douleur et à la façon dont ça peut nous amener à nous représenter le monde de façon totalement erronée. Totalement erronée. La douleur aujourd'hui, comme je te disais, c'est un phénomène qui, comme il est universel, nous pensons que nous le comprenons tous. Et donc, nous ne prenons pas le temps d'en discuter et surtout de le questionner. Bien. Comme c'est un sujet qu'on ne questionne pas, son étude est réservée exclusivement aux professionnels, c'est-à-dire actuellement les neurophysiologistes. C'est-à-dire, en gros, ceux qui vont étudier les neurosciences et ceux qui vont étudier le cerveau. Parce que la douleur va être rattachée de façon extrêmement réductionniste au cerveau. OK ? Quand on a mal, comme on disait au tout début, quand on a mal, qu'est-ce qui se passe fondamentalement? Eh bien, les gens qui ont mal à un endroit, les gens qui ont mal, par exemple, qui se cognent le coude, eh bien, en fait, d'un point de vue biologique, on n'a pas mal au coude. On n'a pas mal au coude. On a mal, c'est-à-dire la douleur existe dans la zone du cerveau où est représenté le coude. Mais au niveau du coude, dans une localisation spatio-temporelle, il n'y a pas de douleur. Et pourtant, nous ressentons que nous avons mal au coude. Donc, ça veut dire que toutes les douleurs existent uniquement dans notre cerveau. D'accord? C'est-à-dire que sans notre cerveau, on n'a pas de douleur. Et c'est dans ce sens-là que il est aussi important. Pardon? C'est penser à l'anesthésie. C'est-à-dire que oui, quand on anesthésie quelqu'un, c'est comme ça qu'est
C'est comme faire ça une qu'est née opération. l'anesthésie. C'est dans l'autre sens, c'est-à-dire c'est quand on a découvert ça, on s'est dit mais alors du coup on va pouvoir anesthésier et on a créé à partir de là des anesthésiants. Mais donc, suis bien mon raisonnement. Le cerveau donc c'est le lieu qui va produire la douleur. D'accord? Mais nous pensons effectivement que nous avons des douleurs partout dans le corps. Ce qui fait que les actions qui vont être menées à partir de cette façon de voir les choses, c'est que nous allons traiter localement. Quand j'ai mal au doigt, eh bien, je vais traiter le doigt. D'accord? Ça, c'est une première chose. Du coup, ça va décaler notre approche et notre compréhension de la symptomatologie. Okay? De passer de quelque chose de local à quelque chose de systémique. C'est-à-dire que maintenant, quand on a mal, on ne peut plus, après cette formation, on ne peut plus avoir une approche locale, on ne peut plus questionner que le coude, il faut questionner quelle place prend le coude dans le processus douloureux que je suis en train de vivre. Première chose. Et l'ironie de la physiologie, parce que je viens de te dire que toutes les douleurs se créent donc au niveau cérébral, le cerveau est la seule structure du corps qui n'a pas de récepteur à la douleur. C'est-à-dire qui ne perçoit pas la douleur. Donc, le seul endroit du corps qui génère de la douleur n'est pas capable de ressentir de la douleur. On se demande pourquoi. Voilà, Jean Daril. Merci. Je sens là que tu as fait les premiers modules et que tu as attrapé les bons réflexes. Mais est-ce que ça, c'est pas quand même quelque chose de bizarre? Est-ce que c'est pas quelque chose qui doit déjà aiguiser notre curiosité? C'est quand même surprenant parce que le cerveau, c'est quand même une structure. Les zones de douleur dans le corps sont là pour protéger. D'accord? Et plus une structure est importante, plus un organe, une structure est importante, plus elle est innervée en termes de douleur pour nous protéger. Mais le cerveau, là-dedans, il fait partie des plus importants. Donc, qu'est-ce qui fait que il se retrouve dans cette situation de ne pas recevoir et de ne pas produire sa propre douleur? Je laisse ça en suspens. Mais en tout cas, ce sont des questions qui changent radicalement, et c'est là où je voulais en venir, qui changent radicalement notre façon de voir le monde, de percevoir les choses, et de comprendre que toutes ces fausses évidences sur lesquelles nous nous appuyons, eh bien, nous donnent qu'une vision réductionniste du monde, et que, par conséquent, les actions que nous menons suite à ce que nous croyons comprendre du monde, eh bien, sont à cette image. Si nous avons une vision réductionniste, nous aurons des actions réductionnistes. Et donc, nous aurons des traitements, des accompagnements des patients, des clients qui sera réductionniste. C'est aussi simple que ça. Si par contre nous appréhendons les choses dans leur complexité, dans la réalité de leur existence, ce que nous essayons de faire humblement, eh bien, ça sera projeté immédiatement dans nos actions, c'est-à-dire que nous allons changer notre action. Comme je te disais tout à l'heure, on passe d'une situation où on intervient à une situation où on soutient. Et déjà là, on est dans un univers complètement différent. Parce que lorsqu'on soutient, on laisse des phénomènes apparaître, agir, là où nous les empêchions quand nous étions dans du surinterventionnisme. Dans l'interventionnisme, c'est nous qui agissons. Parce que sans nous, il ne se passe rien. Spoiler alerte, paradigme de Pasteur. Mais par contre, dès qu'on commence à soutenir, on a cette humilité qui nous fait un petit peu prendre un peu de retrait parce qu'on considère effectivement qu'il y a énormément de mécanismes de régulation, homéostasie, hormèse, homéorésie, qui ont lieu sans que nous ayons besoin de les comprendre. Et que le fait de les comprendre ne nous permettra pas de les contrôler. Le fait de les comprendre nous permettra de nous mettre à notre juste place
Pourquoi faire? Eh bien, tout simplement pour arriver à la quintessence, qui, à mon sens, grâce à Hippocrate, est le fait de tenter de ne pas nuire. Et la boucle est bouclée. Donc, cette notion et ce module de la douleur, moi, ça fait très longtemps que je voulais le faire. Je vais même te dire, je voulais le faire avant de faire les autres modules. J'ai dû me retenir parce que non, il faut les faire par étapes. C'est important de poser. Ça crée un tel changement. Moi, je l'ai opéré en plusieurs décennies, si tu veux, parce que j'ai travaillé dessus. Mais pour les gens qui découvrent et qui sont remplis de certitudes, mais qui veulent pour le coup vraiment avancer et développer une honnêteté intellectuelle par rapport à leur travail, tu vois, et non pas uniquement s'appuyer sur leur dogme, ça peut faire beaucoup. Ça peut faire beaucoup. Donc, je me suis retenu, je me suis donné à fond sur cette formation initiale, qui dure 10 mois en tout, sur les 6 modules, pour permettre enfin de poser le premier socle qui, pour moi, est le plus important avant de pouvoir faire la suite. C'est-à-dire que si on ne dit pas ça, le reste, tu vois, ce ne sont que des conséquences après. Là, on part vraiment du socle initial qui va permettre vraiment d'avancer avec beaucoup plus de rigueur, beaucoup plus d'objectivité et j'ai envie de dire avec beaucoup plus d'humanisme. Ouais. De l'humilité, sortir de la posture de l'arrogance pour retrouver cette humilité. Et je trouve, pour être en plein dans ce processus, que là, les premières briques se posent. Elles se posent vraiment étape par étape. C'est beaucoup d'investissement, c'est beaucoup de questionnement, de remise en question de soi-même. Ouais. Mais ce qui en est, c'est vraiment un enthousiasme renouvelé. Parce que le sens, on retrouve le sens. C'est ça. Et donc, ouais, c'est vraiment très enthousiasmant pour la suite. Ça donne vraiment envie d'aller plus loin, Et je trouve que tu portes vraiment ce message de renouvellement, de sens et de remettre, tu vois, face à ce monde de l'inversion, de remettre les choses un peu plus à leur place et de retrouver une direction qui pour nous apparaît épanouissante. Oui, parce que c'est véritablement l'objectif de l'académie, c'est de redonner du sens. Parce que aujourd'hui, si on n'arrive pas à vraiment individuellement, justement, s'enchanter du monde et du vivant, parce qu'on s'enchante du vivant et du coup, on s'enchante du monde, c'est parce que le monde tel qu'on nous le présente n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et je vais te dire même, ça n'a tellement pas de sens, ok, qu'on est obligé d'invoquer des spécialistes pour réfléchir à notre place et nous dire ce qu'on doit faire. On en est là, en fait. Ça a tellement plus de sens, tout ce qu'on apprend, la façon dont on nous le dit, la façon dont on nous l'enseigne, qu'on est obligé de se référer à quelqu'un d'autre qui a été proclamé spécialiste. Et donc, on fait confiance. Mais on n'en sait rien. On en est rendu là. Ouais, parce que tout paraît compliqué et le spécialiste adopte une posture rassurante du fait qu'on a l'impression qu'il sait. Pour de mauvaises raisons. Pour de mauvaises raisons. Ouais. Pour de mauvaises raisons. Et donc, l'objectif, effectivement, de cette académie, c'est de redonner du sens pour que chacun s'émerveille à nouveau du vivant et qu'il se réapproprie toute cette vision enchantée du monde qu'il va avoir pour conséquence de changer sa posture face au monde et donc de changer ses actes. Parce qu'aujourd'hui, si nous agissons même de la façon dont nous agissons, tu vois, ne serait-ce que même par rapport à la nature, par rapport à la politique, par rapport même à la santé, ce que je te disais, ce n'est que le reflet de la façon dont nous percevons le monde. Si nous le percevions différemment de façon enchantée, mais ça transformerait immédiatement notre façon d'agir. Alors, après, c'est bien beau de dire aux gens, oui, mais il faut changer, il faut faire différemment. Non, mais si ça ne vient pas de là-dedans, ça durera quelques secondes, le temps de l'adhésion au discours, et puis après, c'est fini, on reprend nos vieilles habitudes. Par contre, si tu fais de l'inception, que tu donnes du sens, parce que tout est là, il n'y a pas besoin d'invoquer ou d'inventer des choses.
Les choses sont là. Il faut juste les mettre dans l'ordre. Et c'est le travail que je fais au sein de l'académie. C'est reprendre tout ce que l'histoire nous a légué, les grandes quantités de savoir qu'elle nous a légué, de les mettre dans un certain ordre qui redonne du sens. Et donc, de l'enchantement et qui ouvre des perspectives extrêmement enthousiastes, en tout cas pour l'avenir. On ne voit pas le monde tel qu'il est, mais tel qu'on le pense. Exactement. Je te remercie beaucoup, Jean Daryl, pour cet échange. Moi, je te réinvite et je pense qu'on aura l'occasion d'avoir d'autres belles discussions comme celle-ci. Eh bien, avec grand plaisir. Merci, Pierre. Je t'embrasse très fort, Jean Daryl. Je te dis à très vite. À très vite. Bye bye. À bientôt.